La crainte que les nouveaux vaccins, tout nouveaux, Moderna, Pfizer, à ARN, c'est leur nom, modifient notre ADN. Les vaccins contre la Covid-19 vont-ils faire de nous des OGM? Il y a des gens qui proposent même de mettre des nanoparticules avec, et là, le but n'est pas clair. On va peut-être en reparler après, mais ça rejoint la notion de traçage. L'ARN messager utilisé pour la vaccination n'a pas pour objectif d'aller dans le noyau. Seul le cytoplasme est nécessaire à son fonctionnement. Vous savez, dans une cellule, il y a plusieurs compartiments. Donc, il y a une grande membrane extracellulaire. Après, à l'intérieur, il y a différents organites. Et puis, au centre, si vous voulez, il y a un noyau qui contient effectivement toutes les molécules d'ADN. Les molécules d'ADN sont là pour conduire à la production de certaines protéines nécessaires au fonctionnement de la cellule. Les ARN messagers, eux, sont localisés dans un autre endroit. Ils ne sont pas localisés dans le noyau. Dans le second cas, l'adénovirus c'est un virus à ADN. Et donc cet adénovirus, quand il va rentrer dans nos cellules, s'il s'arrête au niveau du cytoplasme, comme les ARN messagers le font, eh bien il ne va rien se passer. L'adénovirus ne va pas être capable de produire la protéine S du coronavirus, et pour autant c'est ce qu'on lui demande de faire pour que notre système immunitaire produise des anticorps contre la protéine S du coronavirus. Donc, l'adénovirus, il a besoin d'aller une étape plus loin. Il a besoin, lui, d'aller jusque dans le noyau pour amener le morceau d'ADN qui code pour la protéine S du coronavirus. Et donc, en fait, cet ADN, il va être pris en charge comme notre ADN quotidien de tous les jours pour être transformé en ARN messager qui va descendre dans le cytoplasme des cellules pour être pris en charge par les unités ribosomales pour être produit en protéines. Est-ce que c'est grave? Donc les chercheurs qui ont produit cet adénovirus ont pris la précaution d'enlever un certain nombre de fonctions de l'adénovirus sauvage, bien sûr. Ici, si vous voulez, c'est pas vraiment l'adénovirus sauvage qui est utilisé. On va utiliser les capacités de vectorisation de l'adénovirus. On va lui enlever tout ce qu'on ne voulait pas à l'intérieur, toutes les protéines qui ne correspondaient pas à la fonction qu'on veut lui faire réaliser, le transport. Donc, il n'est pas équipé de système d'intégration. Donc, dans le noyau, il n'est pas capable de s'intégrer dans le patrimoine génomique de l'individu à vacciner. Et les sociétés BioNTech et Moderna, en novembre 2019, si c'est cette date dont vous parlez, c'est déjà des entreprises qui étaient en cours de développement d'un certain nombre de vaccins. Alors, pas effectivement le vaccin contre le coronavirus, mais ils avaient leur propre programme de développement interne de vaccins contre Zika, BioNTech dans le domaine du cancer. Donc après qu'ils aient commandé des flacons, peut-être c'était pour l'usage des produits qu'ils ont actuellement en cours de développement. Les vaccins se développent quand même sur des technologies qui sont issues de start-up. Parce que même si BioNTech est associé au géant pharmaceutique Pfizer, il ne faut quand même pas oublier que toute la technologie vient de BioNTech. Moderna, c'est aussi une start-up. C'est des sociétés qui ont été créées il y a moins de 10 ans, qui contiennent à peine 1 millier d'employés par rapport à des géants pharmaceutiques qui ont plus de 100 000 employés. Donc cette technologie, elle vient de petites entreprises, mais ça vient pas de Big Pharma. Elle est très très forte parce qu'aujourd'hui, si on devait faire l'historique de la vaccination ARN, c'est quelque chose qui a commencé il y a 25 ans. On a commencé par synthétiser des transporteurs, hein, comme on l'a dit, l'ARN ou l'ADN n'est pas capable de rentrer tout seul dans une cellule, donc il faut l'aider. Donc on s'est inspiré de la nature, on a développé des systèmes originaux pour être capable de transporter des molécules d'acide nucléique à l'intérieur de la cellule. Donc ça, c'est une activité de recherche qui a eu lieu dans des environnements de recherche académique il y a à peu près 25 ans. Et puis aujourd'hui, on arrive quelque part au résultat de cette espèce de continuum qui a eu lieu à la fois dans la recherche académique et la recherche dans des startups pour aujourd'hui arriver à la définition de ce nouveau vaccin. Et puis aussi
le design de la protéine S telle utilisée par Moderna et BioNTech a été conçu, designé par une équipe de recherche aux États-Unis qui bénéficie d'ailleurs de l'expérience du SARS-CoV-1 en 2002-2003 où il y a eu un premier design de cette protéine S avec quelques modifications dans sa séquence en acides aminés pour la rendre plus stable. Et on avait déjà en 2002-2003 fait des vaccins à ADN en phase 1 et montré qu'avec cette stratégie ADN, on était capable chez l'homme, dans une phase 1, de faire des anticorps contre la protéine du SARS-CoV-1. Je pense qu'il y a peut-être une confusion avec l'aspect des nanoparticules lipidiques. C'est vrai que le système de transport est basé sur des nanoparticules lipidiques et qui peut peut-être faire penser à des nanoparticules transportant autre chose. Donc simplement pour démystifier un peu les choses, ces nanoparticules utilisées en l'espèce pour ces deux vaccins sont constituées de 4 composants. Donc un premier lipide qui va être chargé positivement. Puis après, pour constituer une particule lipidique, on va utiliser du cholestérol, qui est un constituant naturel de nos membranes. On va utiliser un phospholipide avec 18 carbone, qui est aussi un composant de nos membranes. Et puis, on va utiliser un lipide avec des chaînes de PEG pour permettre, lorsque toutes les particules sont formées, d'éviter qu'elles s'agrègent ensemble. Donc, des nanoparticules, mais vous voyez des nanoparticules en fait qui miment là encore des fonctions naturelles